et adolescent, j'étais très mauvais en mathématiques. Alors pour me consoler, j'écoutais beaucoup de chansons. C'est généralement à cet âge-là qu'on découvre les chansons de Georges Brassens. Et moi j'aimais particulièrement une chanson de Georges Brassens qui s'appelle « Supplique pour être enterré à la plage de Sète ». Et j'aimais bien cette chanson parce qu'elle m'avait fait découvrir des mots que j'avais été obligé de chercher dans le dictionnaire pour comprendre certains passages de la chanson. Des mots comme codicille, tabellion, camarde, etc. À la 8e strophe de cette chanson, Georges Brassens chante « Déférence gardée envers Paul Valéry, moi, l'humble troubadour, sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne. » Alors, quand j'ai écouté ce passage pour la première fois, j'ai commencé par chercher dans le dictionnaire le sens du mot « déférence ». Et quand j'ai compris ce que ça voulait dire, je me suis demandé qui était ce monsieur Paul Valéry à qui Brassens vouait un tel respect. Alors, j'ai tourné quelques pages de plus dans le dictionnaire jusqu'à la section des noms propres. Et là, j'ai lu le petit article consacré à Paul Valéry. Et dans cet article, j'ai appris que... Ah, on a un petit problème de micro. Vous m'entendiez pourtant pas trop mal. On va quand même l'allumer. Dans cet article, donc, disais-je... Pardon. Dans cet article, j'ai appris que donc Paul Valéry, poète français, né en 1870 à Sète et mort à Paris en 1945, était devenu célèbre en 1917 après la parution d'un poème qui s'appelle « La Jeune Parc ». Et comme j'étais très mauvais en mathématiques, mon cerveau était pleinement disponible pour continuer cette petite enquête littéraire. Ah, voilà. Donc, je me suis précipité sur un ordinateur, sur Internet, et j'ai cherché le texte de La Jeune Parc. Et là, j'ai commencé à lire. « Qui pleure là, sinon le vent simple à cette heure, seul avec diamants extrêmes, mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer ?» Et là, catastrophe, je n'ai rien compris. Mais alors rien du tout, pas plus que les mathématiques, c'était terrible. Nouvelle humiliation d'adolescent, j'ai bien dû essayer encore quelques minutes de lire quelques vers de plus, et puis je me suis aperçu que ce poème, en plus d'être complètement illisible, ne faisait pas moins de 512 vers. Je me suis senti complètement écrasé par cette montagne indéchiffrable, et j'ai laissé tomber. Bien des années plus tard, après avoir lu les classiques de la poésie, je suis revenu à La Jeune Parc, et je l'ai étudié longtemps, médité longtemps. Je m'en suis imprégné. J'avais à peu près l'impression d'avoir compris. Et c'est à ce moment-là qu'un jour, à la radio, j'ai entendu un mathématicien qui parlait et qui disait ceci. À un certain niveau de recherche mathématique, les mathématiciens n'ont pas d'autre objectif que de créer des objets abstraits et complexes qui n'ont pas d'autre fonction que de faire jouir l'esprit de ceux qui les comprennent. Et il a ajouté, un peu comme les œuvres d'art, finalement. La Jeune Parc est un poème difficile à comprendre, mais c'est aussi un poème parfaitement rigoureux dans sa structure et dans la construction de ses formules. Donc, normalement, on doit pouvoir comprendre. Le niveau de complexité de La Jeune Parc est strictement égal à son niveau de cohérence. La Jeune Parc est à notre langage quotidien ce qu'une équation du 3e degré différentielle avec des racines cubiques est au langage mathématique. C'est très compliqué, mais c'est très cohérent, donc on peut comprendre. Voilà. Je vous l'ai dit, le poème a été publié en 1917 et il a tout de suite valu à son auteur une certaine renommée littéraire. Et cette gloire de Valéry en 17 n'est pas étrangère au fait que le poème ait été écrit et publié pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. Parce qu'à cette époque-là, on a rapproché l'effort intellectuel fourni par Valéry pour composer une œuvre d'une telle ampleur de composition et d'un tel niveau de détail, d'une telle densité de détail, on a rapproché cet effort intellectuel de l'effort de guerre nationale. Comme si Valéry, tout seul à son bureau, avait travaillé à sublimer la langue française pour sublimer les souffrances et les sacrifices de son pays en guerre. Voilà.
Donc maintenant le poème. Allons-y, la jeune Parc. Alors, on commence par le titre. Donc jeune, ça, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais Parc, pas forcément. Les Parcs, dans la mythologie grecque, ce sont les 3 divinités qui sont responsables des destinées humaines. Il y en a 3, elles sont 3 sœurs. Les destinées humaines sont matérialisées sous la forme d'un fil. La première sœur tisse le fil, la deuxième l'enroule autour d'un fuseau et la troisième coupe le fil au moment de la mort de tout le monde. C'est comme ça que les anciens se représentaient le destin, la mort. C'est les 3 Parcs qui tissent la trame de nos vies, de nos existences. Et ces 3 sœurs sont généralement représentées vieilles. Dans les tableaux ou dans la représentation classique, c'est 3 vieilles femmes. Pas toujours, mais le plus souvent. Et en tout cas, la dernière, Atropos, celle qui coupe le fil et qui représente le plus directement la mort, elle, c'est quasiment tout le temps une vieille femme. Donc, en écrivant La jeune Parc, Paul Valéry attire l'attention sur le fait qu'il va nous présenter un personnage double, en tout cas un personnage à 2 facettes, jeune et Parc. Jeune avec tout ce que ça comprend de désir, de fougue, d'envie, mais aussi d'appréhension, de crainte, et Parc, le côté à la fois immuable, éternel, divin et lugubre du personnage, parce que la Parc représente directement la mort. Et maintenant, une dernière chose, le poème se présente exactement comme un monologue de théâtre. On a le titre, La jeune Parc, c'est le titre du poème, mais c'est aussi le nom du personnage qui va parler. Exactement comme on aurait marqué Andromaque ou Phèdre ou Bérénice avec la tirade de vers qui suit. Donc on a La jeune Parc, c'est une femme, elle entre sur scène et elle parle à la première personne comme au théâtre. Qui pleure là, sinon le vent simple à cette heure, seul avec diamants extrêmes. Mais qui pleure si proche de moi-même au moment de pleurer? Cette main, sur mes traits qu'elle rêve effleurer, distraitement docile à quelque fin profonde, attend de ma faiblesse une larme qui fonde, et que de mes destins lentement divisés, le plus pur en silence éclaire un cœur brisé. La houle me murmure une ombre de reproche, ou retire ici-bas dans ces gorges de roches, comme chose déçue et bue amèrement, une rumeur de plainte et de resserrement. Que fais-tu, hérissé, et cette main glacée, et quel frémissement d'une feuille effacée persiste parmi vous, île de mon sein nu. Je scintille, lié à ce ciel inconnu, l'immense grappe brille à ma soif de désastre. Alors, c'est du théâtre, donc c'est une situation concrète. Qu'est-ce qui se passe? On a une femme qui entre et qui dit « qui pleure là ?» C'est donc qu'elle a entendu quelqu'un pleurer, quelqu'un ou quelque chose. Immédiatement, elle se demande si ce n'est pas le vent, tout simplement. Le vent qui passe, on ne sait pas tellement où on est, dans les branches d'arbres ou dans la maison. Est-ce que c'est le vent qui pleure? Et immédiatement, au 3e vers, elle se dit « si proche de moi-même au moment de pleurer ». C'est-à-dire qu'elle se demande si ce qu'elle entend gémir, ce n'est pas tout simplement elle-même. Ça veut dire qu'en 3 vers, la situation d'exposition devient plus claire. Valéry nous présente un théâtre intérieur. Le drame qui va avoir lieu sur scène, c'est le drame qui est à l'intérieur de la tête de la jeune Parc. Et pour ça, il utilise des éléments extérieurs pour nous figurer ce qui se passe dans sa tête à elle. Typiquement, le vent. Le vent qu'on croyait venu le gémissement du vent, la plainte du vent, qu'on croyait venu de l'extérieur, en fait, c'est dans la tête de la jeune Parc. Et j'insiste là-dessus parce que ce sera le cas pendant tout le poème. Les éléments extérieurs, le vent, les fleurs, la nuit, les étoiles, la mer, bien sûr, tout ça va participer du drame intérieur, c'est-à-dire que c'est des éléments qui vont refléter, qui vont traduire ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. On continue. Cette main sur mes traits qu'elle rêve effleurée, distraitement docile à quelques fins profondes, là, ça nous donne une indication psychologique, elle se réveille et dans quel état elle est, elle se sent très bizarre. Elle ne dit pas « ma main », elle dit « cette main », comme si cette main ne lui appartenait pas. C'est sa main, mais elle se sent étrangère à elle-même, comme si elle avait perdu le contrôle de ses membres, distraitement docile à quelques fins profondes, en parlant de sa main. Et cette main-là attend de sa faiblesse une larme qui fonde. Et là, j'attire votre attention sur le mot « fonde ». Ce mot « fonde » peut être lu de 2 manières. Premièrement, comme le subjonctif présent du verbe « fondre ». J'attends qu'une larme fonde sur mon visage, comme on dit « fondre en larmes ». Mais ce même verbe peut être aussi lu comme le présent de l'indicatif du verbe « fonder », comme si cette larme était la fondation, le fondement de la jeune Parc. Ce qui nous indique que cette douleur, cette larme, l'état
fébrile et triste dans lequel elle se sent, lui semble fondamental. On continue. Après, elle parle de ses deux destins. Donc, elle se sent fébrile, et que de mes destins lentement divisés, le plus pur en silence éclaire un cœur brisé. Elle se sent donc dans la situation de quelqu'un qui doit choisir entre deux choses. Elle va avoir deux options. C'est un poème de dilemme, comme les poèmes, comme chez les stances, chez Corneille, où est-ce que je dois faire ci ou ça? Et bien là, elle se pose la question pareil. Elle a deux destins qui se sont lentement divisés et elle attend que le plus pur de ces deux destins se manifeste à elle. Le plus pur, lentement divisé de l'autre, l'impur, le mauvais destin, celui qu'il ne faut pas choisir. Le plus pur éclaire un cœur brisé. Donc son cœur est brisé, elle va devoir choisir. Qu'est-ce qu'elle va devoir choisir? C'est une scène d'exposition, hein, donc pour l'instant, il n'y a que des questions. Les réponses vont venir. Et ensuite, là où me murmure une ombre de reproche, là, c'est très intéressant, on a une indication de lieu, parce que c'est une vraie scène, et donc la houle me murmure une ombre de reproche, elle est à un endroit d'où elle entend la houle. La scène se passe au bord de la mer. Elle est sur un rocher, au bord de la mer, et elle entend la houle, et comme je l'ai dit tout à l'heure, un événement extérieur vient traduire ce qui se passe en elle-même, et là, à savoir l'angoisse. La houle me murmure une ombre de reproche, ou retire ici-bas dans ses gorges de roches comme chose déçue et bu amèrement une rumeur de plainte et de resserrement, comme si la houle en elle-même traduisait l'angoisse. Et après, que fais-tu hérissée et cette main glacée, etc. On a bien compris qu'elle était dans un état très fébrile. Et enfin, dernier vers du passage, je scintille lié à ce ciel inconnu, l'immense grappe brille à ma soif de désastre. Après avoir eu une indication de lieu, on a une indication de temps. L'immense grappe qui brille, c'est la grappe des étoiles. Donc la scène se passe non seulement au bord de la mer, mais la nuit. C'est la nuit. Et cette nuit, qui est la vraie nuit concrète dans laquelle elle est, sur son petit bout de rocher, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa nuit à elle, c'est-à-dire la nuit de son esprit. Elle ne voit pas, elle est dans l'obscurité, elle est perdue. Et quand elle s'adresse aux étoiles, ce qu'elle va faire tout de suite, elle s'adresse aussi aux lumières de son esprit, c'est-à-dire à la clarté, au moment où les choses vont devenir plus claires. Pour l'instant, c'est l'ombre, c'est l'angoisse, elle est perdue, elle est dans l'obscurité. Et elle s'adresse aux étoiles en les appelant au secours. Tout-puissants étrangers, inévitables astres qui daignaient faire luire au lointain temporel je ne sais quoi de pur et de surnaturel. Vous, qui dans les mortels, plongez jusques aux larmes ces souverains éclats, ces invincibles armes et les élancements de votre éternité, je suis seule avec vous, tremblante, ayant quitté ma couche, et sur l'écueil mordu par la merveille, j'interroge mon cœur. Quelle douleur l'éveille, quel crime par moi-même ou sur moi consommé, ou si le mal me suit d'un songe refermé, quand au velours du souffle, envolé l'or des lampes, j'ai de mes bras épais environné mes tempes et longtemps de mon âme attendu les éclairs. Toutes, mais tout à moi, maîtresse de mes chairs, durcissant d'un frisson leur étrange étendue, et dans mes doux liens, à mon sang suspendu, je me voyais me voir sinueuse, et dorais de regard en regard mes profondes forêts. Alors, elle vient de s'adresser aux étoiles qu'elle appelle à l'aide. Elle dit « Au secours, je suis dans le noir, éclairez-moi ». Et après, elle nous apprend quelque chose de très intéressant. Elle dit « Ayant quitté ma couche ». Donc elle vient de se réveiller. C'est la nuit, elle est sur son bout de rocher et elle vient de se réveiller. Ce bout de rocher, c'est ça. Elle vient de se réveiller. Que s'est-il donc passé? Elle essaie de savoir pourquoi elle s'est réveillée. Et là, elle dit « J'interroge mon cœur, quelle douleur l'éveille ?» C'est une douleur qui l'a réveillée. Elle a été réveillée par la douleur. A priori, on pense à un cauchemar. Elle a sans doute fait un cauchemar. Et après, quel crime par moi-même ou sur moi consommé? Ça veut dire qu'en rêve, il s'est passé quelque chose, et a priori quelque chose de grave. Elle parle d'un crime, et elle ne sait pas si ce crime, elle l'a commis. C'est ce qui se passe généralement en rêve, on ne sait pas si c'est nous-mêmes qui faisons les rêves ou notre inconscient, on ne sait pas trop qui agit dans les rêves. Ou sur moi consommé, ou si le mal me suit d'un songe refermé, quant au velours du souffle envolé lors des lampes, ça veut dire quand j'ai éteint la lumière. Elle nous parle du moment où elle s'est endormie, la veille, quant au velours du souffle envolé lors des lampes, c'est-à-dire quand j'ai soufflé ma bougie. J'ai de mes bras épais environné mes tempes, on a le geste de quelqu'un qui s'endort, et longtemps de mon âme attendu les éclairs.
ça veut dire qu'au moment de s'endormir, elle se posait déjà une question. Elle s'est endormie déjà dans un état un peu d'angoisse. Donc, on a une femme qui s'est endormie angoissée, qui a fait un rêve, et là, qui se réveille, et qui se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est intéressant de se demander comment elle était au moment où elle s'est endormie. Et là, elle en parle. « Toutes, mais toutes à moi, maîtresse de mes chairs, durcissant d'un frisson leur étrange étendue. Ses chairs, son corps, lui paraissaient d'une étrange étendue. » C'est-à-dire, à la fois, son corps lui paraissait un peu étranger et d'une étrange étendue, c'est-à-dire étrangement grand. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'une jeune personne, d'une jeune femme, au moment où le corps change. Son étrange étendue, et dans mes doux liens à mon sang suspendu, les doux liens, c'est les liens du sommeil, qui sont doux parce qu'on rêve, à mon sang suspendu, je me voyais me voir. C'est-à-dire qu'elle cherchait quelque chose dans son sommeil, elle cherchait à élucider quelque chose d'elle-même en sommeil. Et elle dorait de regard en regard mes profondes forêts. Et les profondes forêts, c'est aussi une métaphore de l'univers mental. Et là, en l'occurrence, c'est les profondes forêts du sommeil qui apparaissent comme un endroit sombre et un peu hostile. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les profondes forêts de son sommeil? J'y suivais un serpent qui venait de me mordre. Quel repli de désir ça traîne, quel désordre de trésors s'arrachant à mon avidité, et quelle sombre soif de la limpidité. Ô ruse! À la lueur de la douleur laissée, je me sentis connu encore plus que blessé. Au plus traître de l'âme, une pointe me naît. Le poison, mon poison, s'éclaire et me connaît. Il colore une vierge à soi-même enlacée, jalouse, mais de qui? Jalouse et menacée? Et quel silence parle à mon seul possesseur? Dieu, dans ma lourde plaie, une secrète sœur brûle qui se préfère à l'extrême attentive. Et là, normalement, on va voir la réponse. Donc, dans les forêts de son sommeil, pendant qu'elle était en train de rêver, elle suivait un serpent qui venait de la mordre. Et tout de suite après, quel repli de désir ça traîne. Donc la traîne du serpent, on a le serpent qui fuit comme ça dans les profondes forêts du sommeil, et elle l'a suivi. Elle nous apprend que dans la traîne des serpents, il y avait ses désirs. Elle a suivi en rêve ses désirs. Quand on lit ça, on est en droit de penser qu'elle vient de se réveiller d'un rêve érotique. Peut-être son premier rêve érotique, qui la trouble un peu, ce qui expliquerait son angoisse du début. On en est là. Mais si on regarde bien, ce n'est pas vraiment ça qui s'est passé. Parce qu'on a quel désordre de trésors s'arrachant à mon avidité et quelle sombre soif de la limpidité. Ce qu'elle a poursuivi, ce n'est pas tellement un désir sensuel, mais la limpidité. Et après, on a, à la lueur de la douleur laissée, je me sentis connu encore plus que blessé. Donc elle a été mordue par le désir, ça lui a fait mal, elle a suivi son désir, mais c'était aussi un désir de savoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est empêchée de faire un rêve érotique. Elle a été piquée par un désir, et il y a une force en elle-même qui a lutté contre ce désir-là, une force supérieure à son subconscient qui lui faisait rêver qu'elle était en train de faire un rêve érotique, et qui l'a tirée du sommeil. Et là, du coup, elle se pose une question énorme. Elle se dit, qui m'a réveillée? Ça ne peut pas être moi, j'étais en train de dormir. Ça ne peut pas être mon inconscient, parce que lui, il m'attirait vers le rêve érotique, vers le désir. Qui, supérieur à moi, et supérieur à mon inconscient, et supérieur à mon désir, m'a fait me réveiller? M'a dit, attention, danger, réveille-toi. Et là, elle a l'impression qu'une part très, très forte, très enfouie de sa personnalité s'est révélée. Une part inconnue qui, en rêve, a agi contre son désir. Et donc, elle se demande qui elle est. Et c'est ça, quand elle dit « le poison, mon poison, m'éclaire et se connaît ». Elle a l'impression d'apparaître. Elle vient de se découvrir elle-même. Il colore une vierge à soi-même enlacée, jalouse, mais de qui? Qui m'a réveillée? Je suis jalouse d'une femme qui en sait plus que moi sur moi-même. Et quel silence parle à mon seul possesseur? Donc là, il se passe... Donc on a bien le tableau. Hein. Elle s'est endormie avec une angoisse. Elle a commencé à faire un rêve érotique, elle s'est réveillée d'un rêve érotique parce qu'elle s'est empêchée de le faire et elle se dit, là, je rentre vraiment en contact avec moi-même parce que je viens d'apparaître toute neuve. Et donc, elle va s'intéresser à cette personne-là qu'elle est devenue, celle qui s'est empêchée de faire un rêve érotique. Et donc, elle n'a plus besoin du désir.
le désir qui l'a piqué n'a agi que comme un révélateur de cette nouvelle personne qu'elle est maintenant. Et comme elle n'a plus besoin du désir, elle le chasse. Va, je n'ai plus besoin de ta race naïve, cher serpent. Je m'en lasse. Être vertigineux. Cesse de me prêter ce mélange de nœuds, ni ta fidélité qui me fuit et devine, mon âme y peut suffire. Ornement de ruines. Elle sait, sur mon ombre égarant ses tourments, de mon sein dans les nuits mordre les rocs charmants. Elle y suce longtemps le lait des rêveries. Laisse donc défaillir ce bras de pierrerie qui menace d'amour mon sort spirituel. Et là, je fais une petite pause. Vous vous souvenez, au début, il était question de ces deux destins, du choix qu'elle va devoir faire, du dilemme. Et là, elle nous parle de son sort spirituel. C'est là, pardon. Le sort spirituel, c'est l'un des deux destins. Elle a le choix entre son sort spirituel et son sort charnel, son sort temporel. En gros, elle a le choix entre une vie méditative, une vie contemplative, où elle va rester dans son esprit, dans son vaste monde intérieur, et une vie de l'action, où elle va essayer d'assouvir ses désirs. Et c'est ça le vrai dilemme. Et c'est un dilemme universel, que tout le monde se pose tout le temps. Est-ce que j'ai un désir, est-ce que je dois le faire ou est-ce que je dois le dominer? Est-ce que l'idée de le faire n'est pas mieux et pas plus prudente que d'essayer vraiment d'accomplir mon désir? Et là, elle parle au serpent et elle dit « Toi, serpent, c'est-à-dire désir, c'est la métaphore du désir, tu es en train de menacer d'amour mon sort spirituel. J'ai un sort spirituel où je serai toute seule, où je serai indépendante et où je ne serai pas soumise à mes désirs. » Voilà ce qu'elle fait en disant ça au serpent. Qui menace d'amour mon sort spirituel. Je continue. « Tu ne peux rien sur moi qui ne soit moins cruel, moins désirable. Apaise alors. Calme ces ondes. Rappelle ces remous, ces promesses immondes. Ma surprise s'abrège et mes yeux sont ouverts. Je n'attendais pas moins de mes riches déserts qu'un tel enfantement de fureur et de tresse. Leur fond passionné brille de sécheresse, si loin que je m'avance et m'altère pour voir de mes enfers pensifs les confins sans espoir. Je sais, ma lassitude est parfois un théâtre. » Et là, on a la confirmation de ce qu'on pensait au début, c'est-à-dire le théâtre intérieur, et on s'aperçoit du thème fondamental du poème qui est la lucidité. Elle veut savoir vraiment qui elle est, et elle est à ce point lucide qu'elle sait qu'elle est en train de jouer. Elle sait que toutes ces interrogations-là, toutes ces pauses qu'elle prend, toutes ces réflexions qu'elle va avoir, c'est parfois un théâtre. Et le thème de la lucidité est aussi évoqué par les riches déserts. Elle dit « Je n'attendais pas moins de mes riches déserts. Je me connais suffisamment bien pour savoir tous les délires que peuvent former mon esprit. » C'est ça qu'elle dit. Mais son but à elle, c'est d'être lucide, tout le temps, de tout le temps savoir, de jamais se laisser berner, qu'elle soit toujours au maximum de sa conscience. Je sais, ma lassitude est parfois un théâtre. L'esprit n'est pas si pur que jamais idolâtre sa fougue solitaire aux élans de flambeau ne fasse fuir les murs de son morne tombeau. Tout peut naître ici-bas d'une attente infinie. L'ombre même le cède à certaine agonie. L'âme avare s'entr'ouvre et du monstre s'émeut qui se tord sur le pas d'une porte de feu. Mais, pour capricieux éperon que tu paraisses, reptile, ô vif détour tout couru de caresses, si proche impatience et si morne langueur, qu'es-tu près de ma nuit d'éternelle longueur? Là, c'est un passage un peu compliqué, mais je vais l'expliquer. Quand elle dit « l'esprit n'est pas si pur que jamais idolâtre », etc., ça veut dire, en gros, je simplifie, ça veut dire quand on est à ce niveau-là où on regarde son esprit fonctionner, l'esprit décuple sa puissance et il peut repousser les murs de son morne tombeau. Tout peut naître ici-bas d'une attente infinie. Quand on est dans le sort spirituel, quand on est dans la méditation pure, on peut penser tout et son contraire. Les choses ne sont plus que des idées. On peut les inverser, les annuler, il n'y a plus aucune matière. On s'est élevé au niveau de l'esprit pur. Elle en est là, elle a choisi son sort spirituel, pas le sort de l'action charnelle et des désirs. Elle est dans l'intellect. L'ombre même le cède à certaines agonies, ça veut dire « je suis tellement lucide que je sais que le jour de ma mort, je vais regretter les désirs que je n'ai pas assouvis. Mais que sont ces désirs, ces petits désirs de rien du tout, à côté de mon pouvoir à leur résister? J'ai le pouvoir de me dominer et de dominer mes désirs, ce qui me rend hyper puissante, plus puissante que mes désirs eux-mêmes. C'est ça quand elle dit
Qu'es-tu près de ma nuit d'éternelle longueur? Elle parle au serpent, à la métaphore des désirs, et dit, mais tu n'es rien du tout à côté de ma nuit d'éternelle longueur, parce que je me suis enfermé dans cette nuit de l'esprit. Et ici, c'est moi qui décide, pas le désir, c'est moi, et moi seul. Qu'es-tu près de ma nuit d'éternelle longueur? Tu regardais dormir ma belle négligence, mais avec mes périls, je suis d'intelligence, plus versatile, ô Thyrse, et plus perfide qu'eux. Fuis-moi. Du noir retour, reprends le fil visqueux, va chercher des yeux clos pour tes danses massives, coule vers d'autres lits tes robes successives, couve sur d'autres cœurs les germes de leur mal, et que dans les anneaux de ton rêve animal allaite jusqu'au jour l'innocence anxieuse. Moi, je veille, je sors, pâle et prodigieuse, toute humide des pleurs que je n'ai point versés, d'une absence au contour de mortels, bercée par soi seul. Et brisant une tombe sereine, je m'accoude, inquiète et pourtant souveraine, tant de mes visions parmi la nuit et l'œil, les moindres mouvements consultent mon orgueil. Voilà qui vous pose un personnage. Donc vous avez compris, hein, elle a réussi à vaincre ses désirs et elle en tire un orgueil énorme. Elle se dit, j'ai le pouvoir de dominer tous les désirs qui me viennent. Évidemment, comme elle a réussi d'emblée ça, elle se dit, mais c'est moi qui ai fait ça? J'ai autant de pouvoir que ça? Et c'est énorme ce qu'elle dit là. Quand elle dit, brisant une tombe sereine, je m'accoude inquiète et pourtant souveraine, elle a les yeux grands ouverts, elle continue à regarder dans sa nuit intérieure, dans la nuit de son esprit, elle continue à se demander qui elle est, elle continue à être curieuse, mais elle nous dit, là, maintenant, ce qui va se passer, tout ce qui va se passer en moi devra d'abord être approuvé par le respect que j'ai pour moi-même, c'est-à-dire mon orgueil. Autant vous dire que son orgueil, à ce moment donné, il est très très haut. Là. Et du coup, ce long passage du serpent la laisse presque désemparée. Elle est montée tout de suite tellement haut qu'elle a gagné déjà contre ses désirs, elle a réussi à vaincre son désir, et du coup, elle n'a plus rien contre qui se battre. Mais je tremblais de perdre une douleur divine. Je baisais sur ma main cette morsure fine, et je ne savais plus de mon antique corps insensible qu'un feu qui brûlait sur mes bords. Adieu, pensais-je, moi, mortelle sœur, mensonge. Là où elle en est, oui, on peut changer, je pense. Mortelle sœur, mensonge, voilà. Là où elle en est, elle sait qu'elle a perdu son innocence. Elle vient de se dominer au point de tuer son désir. Quand elle était jeune fille encore, elle avait des désirs, mais ça ne lui posait pas de problème. Elle cherchait à les assouvir, et si elle ne les réussissait pas, elle pleurait. Mais là, elle peut les dominer, elle peut les tuer. Et donc, elle a perdu son innocence. Et c'est irréversible. C'est ce qui se passe chez tout le monde à peu près vers 12, 13, 14 ans, par là. Et donc, du coup, elle dit adieu à moi, c'est-à-dire à la femme qu'elle était jusque-là. Elle dit adieu à cette enfant qui était innocente, qui avait des désirs, mais qui cherchait tout le temps à les réaliser, pas à les dominer. Et là, elle lui dit adieu. Elle dit adieu à cette petite fille qu'elle était. Adieu, pensais-je, moi, mortelle sœur, mensonge. Mensonge parce que maintenant, elle connaît la vérité, sa vérité à elle, de cette nouvelle femme. Adieu, pensais-je, moi, mortelle sœur, mensonge. Harmonieuse moi, différente d'un songe. Femme flexible et ferme, au silence suivi d'actes purs, front limpide et par ondes ravies si loin que le vent vague et velu les achève, long brin léger qu'au large un vol mêle et soulève. Dites, j'étais l'égale et l'épouse du jour, seul support souriant que je formais d'amour à la toute-puissance altitude adorée. Quel éclat sur mes cils aveuglément dorés, ô paupières qu'opprime une nuit de trésors, je priais à tâtons dans vos ténèbres d'or. Ah pardon, oui, excusez-moi, je vais m'arrêter un peu avant, excusez-moi. Je vais reprendre après, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, on peut remettre, voilà, à la toute-puissance altitude adorée. Elle parle donc de cet enfant qu'elle a perdu, cet enfant qui vient de mourir et qui était en pleine harmonie avec le monde, en pleine harmonie avec ses désirs. Et il y a une image que j'aime beaucoup pour dire ça, qui est magnifique, c'est que pour nous peindre cette jeune femme, il dit que cette jeune femme avait le front limpide et par ondes ravies,
Et les ondes, c'est les ondes de ses cheveux que le vent fait bouger, et par ondes ravies, si loin que le vent vague et velu les achève, comme si ses cheveux n'étaient complets que parce que le vent les faisait bouger. Et ça symbolise bien l'union qu'elle était avec le monde. Ses cheveux ne seraient pas complets sans le vent qui termine leur mouvement. Si loin que le vent vague et velu les achève. En plus, il y a une allitération magnifique en ve. Ve. On entend le vent. Si loin que le vent vague et velu les achève, long brin léger qu'au large un vol mêle et soulève. On a une sensation de légèreté magnifique. On sent cet enfant qui était très heureuse, en fait. À la toute-puissance, altitude adorée, je continue. Quel éclat sur mes cils aveuglément dorés, ô paupières qu'opprime une nuit de trésors, je priais à tâtons dans vos ténèbres d'or. Poreuse à l'éternel qui me semblait m'enclore, je m'offrais dans mon fruit de velours qu'il dévore, mon amère saveur ne m'était point venue. Je ne sacrifiais que mon épaule nue à la lumière. Et sur cette gorge de miel, dont la tendre naissance accomplissait le ciel, se venait assoupir la figure du monde. Et là, on voit bien le spectacle de cet enfant parfaitement innocente. J'ai oublié 2 vers, quand j'ai récité. Je m'offrais dans mon... non, rien ne me murmurait qu'un désir de mourir dans cette blonde pulpe au soleil put mûrir. La blonde pulpe, c'est la blonde pulpe de ses cheveux. Rien ne lui murmurait qu'à l'intérieur de cette tête, un désir de faire mourir cette innocence pouvait naître. C'était le bonheur, quoi. Enfant. Se venait assoupir la figure du monde. Puis, dans le Dieu vivant, captive, vagabonde, je m'ébranlais, brûlante, et foulais le sol plein, liant et déliant mes ombres sous le lin, heureuse, à la hauteur de tant de gerbes belles qui laissaient à ma robe obéir les ombelles dans les abaissements de leur frêle fierté. Et si, contre le fil de cette liberté, si la robe s'arrache à la rebelle ronce, l'arc de mon brusque corps s'accuse et me prononce, nu sous le voile enflé de vibrantes couleurs que dispute ma race au long lien de fleurs. Ça, c'est mon premier passage préféré. Il y en a 3. Ça, c'est le numéro 1. Quel tableau Valérie nous donne là. C'est magnifique. Il parle donc d'une jeune femme, d'une jeune fille, on ne sait pas trop, qui court dans un champ de fleurs. Et c'est magnifique parce que les fleurs sont à la hauteur de sa robe. Et il dit les ombelles. Les ombelles, c'est un mot compliqué pour dire fleurs. C'est un certain type de fleurs, en fait, les ombelles. Et il dit à la hauteur, j'étais à la hauteur, donc petite, j'étais à la hauteur de tant de gerbes belles qui laissaient à ma robe obéir les ombelles dans les abaissements de leur frêle fierté. La frêle fierté des fleurs qui s'abaissent au passage de ma robe. Et les fleurs, évidemment, symbolisent l'innocence. Elle était à la hauteur de son innocence. Et là, dans ce tableau idyllique d'une jeune fille qui court dans un champ de fleurs, qu'est-ce qui se passe? Une ronce tend le tissu de la robe et prononce son corps. Moule son corps, vient frotter la peau de la jeune parque qui, à partir de ce moment-là, se rend compte qu'elle a un corps. Parce qu'elle courait innocemment dans les fleurs jusqu'à ce que la robe vienne tendre le tissu contre son corps. Et après, on dit que Paul Valéry n'est pas un poète sensuel. Vous vous rendez compte de cette image? Elle est moulée dans le lin de sa robe parce qu'une ronce est venue tendre le tissu contre sa peau. Et du coup, c'est doublement habile de sa part, parce que non seulement l'image est magnifique, et en plus la fluidité des vers, enfin bref. C'est complètement fou. Oui, parce qu'il dit « et contre le fil de cette liberté hein. ». Et la liberté, c'est la liberté de la robe qui se balade, quoi. En plus d'être sa liberté à elle, enfin bref. C'est comme ça tout le temps. Tout le temps, on peut prendre un mot, faire, c'est parfait, quoi. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que subrepticement, sans qu'on s'en soit rendu compte, le désir qu'elle avait réussi à vaincre reparaît, mais dans un souvenir. Elle se souvient de quand elle était petite fille, et elle se dit, quand j'étais petite fille, je me souviens de ce moment où le tissu de la robe est venu prononcer mon corps, et elle se dit que, ah là, peut-être déjà, je ne me l'étais pas avoué, mais en fait, j'avais déjà eu ce qui ressemble au début d'un désir. Et donc, le désir refait son apparition alors qu'elle se souvenait de quand elle était innocente. Prodigieux. Que dispute ma race au long lien de fleurs. Et donc, tout de suite, elle doit se reprendre, parce que là, le désir refait face. Pardon, excuse-moi. Parce que là, le désir ressurgit. Je regrette à demi cette vaine puissance. Une avec le désir, je fus l'obéissance imminente, accrochée à ses genoux polis. De mouvements si pleins, si prompts, mes vœux étaient remplis que je sentais ma cause à peine plus agile.
vers mes sens lumineux, nageait ma blonde argile, et dans l'ardente paix des songes naturels, tous ces pas infinis me semblaient éternels. Si ce n'est, ô splendeur, qu'à mes pieds, l'ennemi, mon ombre, la mobile et la souple momie de mon absence peinte effleurait sans effort la terre où je fuyais cette légère mort. Entre la rose et moi, je la vois qui s'abrite. Sur la poudre qui danse, elle glisse et n'irrite nul feuillage mais passe et se brise partout. Et du coup là, elle a développé une autre stratégie pour vaincre le désir qui était caché dans le souvenir. Elle se souvient qu'au moment où elle était en train de courir dans le champ de fleurs, elle a vu son ombre, qui est ici directement la métaphore de la mort. Elle se souvient du moment où, à peu près au même âge, c'est pas trop, 10 ans, 12 ans, elle s'est rendue compte qu'elle allait mourir. Donc elle n'était pas si innocente que ça. Donc elle se dit finalement, j'ai pas grand-chose à regretter à avoir changé. L'enfant qui vient de mourir n'était pas si innocente que ça, pas si pure. Donc du coup, c'est plus facile pour moi de devenir cette autre femme et de faire le deuil de cette innocence que j'ai perdue. Glisse, barque funèbre, elle parle à son ombre. Et moi, vive, debout, dure, et de mon néant secrètement armé, et comme par l'amour une joue enflammée et la narine jointe au vent de l'oranger, je ne rends plus au jour qu'un regard étranger. Oh, combien peut grandir dans ma nuit curieuse de mon cœur séparé la part mystérieuse et de sombres essais s'approfondir mon art. Loin des purs environs, je suis captive, et par l'évanouissement d'arômes abattus, je sens sous mes rayons frissonner ma statue. Des caprices de l'or, mon marbre parcouru. Mais je sais ce que voit mon regard disparu. Mon œil noir et le seuil d'infernale demeure. Je pense, abandonnant à la brise les heures et l'âme sans retour des arbustes amers, je pense, sur le bord doré de l'univers, à ce goût de périr qui prend la pythonisse en qui mugit l'espoir que ce monde finisse. Je renouvelle en moi mes énigmes, mes dieux, mes pas interrompus de paroles aux cieux, mes pauses sur le pied portant la rêverie. Qui suit au miroir d'elle un oiseau qui varie, 100 fois sur le soleil, joue avec le néant et brûle au sombre but de mon marbre béant. Et là, le jeu qu'elle joue commence à devenir un peu dangereux. Parce que comme elle a réussi à vaincre tous ses désirs, et même ceux qui étaient cachés dans ses souvenirs, elle se transforme en statue. Elle s'isole complètement du reste du monde. Et dans cette position de statue, elle commence à devenir un peu immortelle. Et donc elle commence à mépriser la vie. Et à mépriser la vie au point de se dire « je pourrais me laisser mourir ». Là où j'en suis maintenant, à ce tel niveau d'intellect et d'orgueil, les désirs n'ont plus aucune prise sur moi, mais du coup la vie n'a plus aucune prise sur moi. Je ne désire plus rien. Et c'est pour ça qu'elle dit ah pardon, non, on peut changer de diapo, excusez-moi. Et c'est pour ça qu'elle dit excusez-moi, où est-ce qu'on en est? Voilà, c'est ça. Au sombre but de mon marbre béant. Là où elle en est, elle peut jouer avec le néant. Tout n'est plus, comme elle est un pur esprit, elle peut jouer avec l'idée de sa mort, c'est facile, tout lui paraît simple. Et c'est pour ça qu'elle dit je joue avec le néant et brûle au sombre but de mon marbre béant. Elle brûle, ça veut dire qu'elle brûle de penser qu'elle pourrait mourir. Le but de mon marbre béant, c'est-à-dire la tombe qui vient de s'ouvrir pour elle. Et cette tombe la regarde. Oh, dangereusement de son regard la proie, car l'œil spirituel, sur ces plages de soie, avait déjà vu luire et pâlir trop de jours dont je m'étais prédit les couleurs et le cours. L'ennui, le clair ennui de mirer leurs nuances, me donnait sur ma vie une funeste avance. L'aube me dévoilait tout le jour ennemi. J'étais à demi morte, et peut-être à demi immortelle, rêvant que le futur lui-même ne fût qu'un diamant fermant le diadème où s'échange le froid des malheurs qui naîtront parmi tant d'autres feux absolus de mon front. C'est mon deuxième passage préféré, que j'aime à baptiser la couronne d'indifférence. Pour arriver à vaincre tous les désirs et pour arriver à les vaincre définitivement, la jeune Park se fabrique une couronne. Et cette couronne est fermée par un diamant.
Et ce diamant, c'est le futur. Et ce diamant vient se loger au milieu de la couronne pour la fermer et pour détruire tous les feux absolus de son front, qui vont se concentrer comme un diamant dans le diamant qui fixe la couronne pour mourir là-dedans. Et regardez bien la phrase comme c'est construit. Ce qui vient mourir dans le diamant de la couronne, c'est le froid, où s'échange le froid des malheurs qui naîtront, où s'échange le froid, c'est-à-dire où se renouvelle perpétuellement l'indifférence de tous ces malheurs. Je peux engendrer tous les malheurs en pensée, et tous ces malheurs viendront s'échanger indifféremment, me laisseront froide dans ce diamant qui ferme la couronne. Et en plus, c'est magnifique parce qu'on a une rime en rond ici qui termine ce côté définitif et rédhibitoire de la couronne d'indifférence. Autant vous dire que là où elle en est, là, elle a vraiment triomphé de tout, quoi. Et puis, elle s'est posée une couronne sur la tête. Et dans cette attitude absolument souveraine, maintenant, elle va narguer ses désirs. Elle va dire, vas-y, maintenant, viens. Osera-t-il le temps de mes diverses tombes ressusciter un soir favori des colombes? Un soir qui traîne au fil d'un lambeau voyageur de ma docile enfance, un reflet de rougeur et trempe à l'émeraude un long rose de honte? Souvenir, ô bûcher dont le vent d'or m'affronte, souffle au masque la pourpre, imprégnant le refus d'être en moi-même en flamme une autre que je fus. Viens, mon sang, viens rougir la pâle circonstance qu'ennoblissait l'azur de ta sainte distance et l'insensible iris du temps que j'adorais. Viens, consumer sur moi ce don décoloré. Viens, que je reconnaisse et que je les haïsse, cet ombrageux enfant, ce silence complice, ce trouble transparent qui baigne dans les bois, et de mon sein glacé rejaillisse la voix que j'ignorais si rauque et d'amour si voilée, le col charmant cherchant la chasseresse ailée. Elle se provoque elle-même, elle dit à ses désirs, viens puisque c'est si facile pour toi, viens me tenter, plus que me tenter même, viens me faire rougir, viens me colorer, je sais que je peux te résister, je suis tellement forte que même quand tu viens colorer ma peau, je suis indépendante, je ne m'abandonne jamais à ce désir. Je fais un petit commentaire sur ce dernier vers, le col charmant cherchant la chasseresse ailée. Elle parle donc à l'enfant qu'elle était, à l'enfant qui n'avait pas encore dominé ses désirs. Et cet enfant essayait de ressembler à la déesse Diane. Diane chasseresse, la déesse de la chasse. C'est elle, la chasseresse ailée. Et elle dit, le col charmant cherchant la chasseresse ailée, c'est-à-dire quand j'essayais de suivre mon modèle divin, quand j'essayais d'être comme Diane, parce que Diane, c'est la déesse de la chasse, mais elle est aussi chaste. C'est une des seules déesses qui n'a jamais d'amant, et qui reste vierge tout le temps. Le col charmant cherchant la chasseresse ailée. Mon cœur fut-il si près d'un cœur qui va faiblir? Fût-ce bien moi, grand cil, qui crus m'ensevelir dans l'arrière douceur riante à vos menaces, ô pampre, sur ma joue errante en fil tenace. Ou toi, de cils tissus et de fluide fût, tendre lueur d'un soir, brisé de bras confus. Que dans le ciel placé, mes yeux tracent mon temple et que sur moi repose un autel sans exemple, criait de tout mon corps la pierre et la pâleur. La terre ne m'est plus qu'un bandeau de couleurs qui coule et se refuse au front blanc de vertige. Tout l'univers chancelle et tremble sur ma tige. La pensive couronne échappe à mes esprits. La mort veut respirer... Ah pardon, excusez-moi, je m'arrête là. La pensive couronne échappe à mes esprits. Voilà. La mort veut respirer cette rose sans prix dont la douceur importe à sa fin ténébreuse. Ici, la jeune Park va devoir renouveler son défi à la mort. Elle a vaincu la mort une fois, et là, elle le renouvelle. Et son défi va prendre une forme toute particulière. Elle va dire à la mort, dans le passage qui va suivre, « Le printemps va venir, et je ne sais pas si je vais pouvoir résister à tant de vie et tant de beauté. » Donc, elle va exalter la puissance du printemps pour elle-même se montrer suffisamment forte pour lui résister. Je n'explique pas ce passage-là parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on a vu déjà, et les formules sont compliquées, et il faut que je gagne un peu de temps. Dont la douceur importe à sa fin ténébreuse.
Que si ma tendre odeur grise ta tête creuse, ô mort, respire enfin cet esclave de roi. Appelle-moi, délie, et désespère-moi de moi-même, Silas, image condamnée. Écoute, n'attends plus. La renaissante année, à tout mon sang, prédit de secrets mouvements. Le gel cède à regret ses derniers diamants. Demain, sur un soupir des bontés constellées, le printemps vient briser les fontaines scellées. L'étonnant printemps rit, viole, on ne sait d'où venu. Mais la candeur ruisselle à un mot si doux qu'une tendresse prend la terre à ses entrailles. Les arbres, regonflés et recouverts d'écailles, chargés de trop de bras et de tant d'horizons, meuvent sur le soleil leur tonnante toison, montent dans l'air amer avec toutes leurs ailes de feuilles par milliers qu'ils se sentent nouvelles. N'entends-tu pas frémir ces noms aériens, ô sourde ? Et dans l'espace accablé de liens, vibrant de bois vivace infléchi par la cime, pour et contre les dieux, ramer l'arbre unanime, la flottante forêt de qui des rudes troncs portent pieusement à leur fantasque front au déchirant départ des archipels superbes un fleuve tendre, ô mort, et caché sous les herbes. Quel résisterait, mortel, à ces remous ? Quel mortel ? Moi, si pur. Mes genoux pressentent les terreurs de genoux sans défense. L'air me brise, l'oiseau perce de cris d'enfance inouïs, l'ombre même où se serre mon cœur. Et, rose, mon soupir vous soulève, vainqueur hélas de bras si doux qui ferment la corbeille. Dieu, parmi mes cheveux, pèse d'un poids d'abeille, plongeant toujours plus ivre au baiser plus aigu, le poing délicieux de mon jour ambigu. Soleil, ou toi la mort, mais le plus prompt me prenne. Mon cœur bat, mon sein brûle et m'entraîne. Ah, qu'il enfle, se tende, se gonfle, ce dur très doux témoin captif de mes réseaux d'azur. Dur en moi, mais si doux à la bouche infinie. Alors, vous avez compris donc qu'elle parle du printemps. Elle exalte le printemps pour exalter sa puissance à leur résister, à résister au printemps, à résister à la vie, à résister au désir. Et là, elle commence quand même un peu à vaciller. Vous avez remarqué, avant, elle plaidait longtemps pour le désir, pour la vie, et après longtemps pour l'autre partie de son alternative, pour l'autre solution du dilemme. Et là, elle change d'avis très vite, presque vers après vers, et parfois à l'intérieur d'un même vers. Lumière, ou toi la mort, mais le plus prompt me prenne. Elle arrive à un tel degré de saturation psychologique, de saturation d'hésitation, que là, elle change tout de suite, très vite. Et dans ce passage-là, c'est tout à fait manifeste. Quand elle dit « Oh, parmi mes cheveux pèse d'un poids d'abeille », c'est-à-dire presque rien, le point délicieux de mon jour ambigu. Est-ce que je vais aller vers la vie ou vers la mort ? Parce que maintenant, ça devient une question de vie ou de mort. Si elle sait que si elle continue à résister à ses désirs, à résister à la vie, son autre choix, ça va être le suicide. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, elle continue, excusez-moi, à ce moment-là. Cher fantôme naissant dont la soif m'est unie, désir, visage clair, et vous, beau fruit d'amour, les dieux m'ont-ils formé ce maternel contour, et ces bords sinueux, ces plis et ces calices, pour que la vie embrasse un autel de délices, où, mêlant l'âme étrange aux éternels retours, la semence, le lait, le sang coulent toujours ? Non. L'horreur m'illumine, exécrable harmonie. Chaque baiser présage une neuve agonie. Je vois flotter, fuyant l'honneur des chairs, des mânes impuissants, les millions amers. Non, souffle. Non, regard, tendresse. Mes convives, peuple altéré de moi, suppliant que tu vives. Non, vous ne tiendrez pas de moi la vie. Allez, peuple, soupire la nuit vainement exhalée. Allez joindre des morts les impalpables nombres. Je n'accorderai pas la lumière à des ombres. Je garde loin de vous l'esprit sinistre et clair. Non, vous ne tiendrez pas de mes lèvres l'éclair. Et puis, mon cœur aussi vous refuse sa foudre. J'ai pitié de nous tous, ô tourbillon de poudre. Ça me fait trébucher parce que c'est le dernier moment où la jeune Park vraiment essaye une fois pour toutes de vaincre ses désirs. Vous avez compris, elle parle de son corps maternel, et l'harmonie de tout ça la dégoûte.
quel orgueil est là, elle nie son propre corps de femme qui est fait pour enfanter, hein, la semence, le lait, le sang coulent toujours. Et là, vraiment, c'est le moment où ça devient tellement difficile de résister qu'elle finit par craquer. Là, nerveusement, elle n'en peut plus. Elle craque. Elle pleure. Grand Dieu, je perds en vous mes pas déconcertés. Je n'implorerai plus que tes faibles clartés longtemps sur mon visage envieuse de fondre, très imminentes larmes, et seule à me répondre. Larmes qui fait briller à mes regards humains une variété de funèbres chemins. Tu procèdes de l'âme, orgueil du labyrinthe. Tu me portes du cœur cette goutte contrainte, cette distraction de mon suc précieux, venue sacrifier mes ombres sur mes yeux. Tendre libation de l'arrière-pensée. D'une grotte de crainte au fond de soi creusée, le sel mystérieux suinte, muette l'eau. D'où nais-tu? Quel travail, toujours triste et nouveau, te tire avec retard l'arme de l'ombre amère? Tu gravis mes degrés de mortel et de mer, et déchirant ta route opiniâtre fait, dans le temps que je vis, les lenteurs que tu fais m'étouffent. Je me tais, buvant ta marche sûre qui t'appelle au secours de ma jeune blessure. Et là, c'est très beau ce passage parce que la larme qui va venir, vous avez remarqué, elle n'est pas en train de pleurer. Hein. Elle sent la larme qui monte dans sa gorge. Mais elle n'arrive toujours pas à s'abandonner, c'est son drame, elle ne s'abandonne jamais. Jamais. Et ce qui est très beau dans ce passage, c'est qu'on sent que même si elle ne s'abandonne pas aux larmes, le moment où elle va pleurer, ce sera le moment de soulagement parce qu'elle ne peut pas intellectualiser ses larmes. C'est le moment de l'émotion, et ça la soulage. Enfin, elle s'arrête de penser, parce qu'elle sent les larmes venir. Enfin, il y a une émotion, et l'émotion, elle est pure, elle n'est plus dans le pur intellect. Le moment où les larmes viennent, c'est le seul moment où enfin elle s'arrête de penser. Et donc elle remercie ses larmes. Elle les remercie comme une libation. Elle dit « Mes larmes sont une libation de l'arrière-pensée, un cadeau de mon esprit qui s'arrête 2 secondes de me torturer. » Voilà pourquoi elle pleure. Oui, voilà, après vous avez compris. Ah si, oui. Opiniâtre fait, c'est que le fait FAX, vous savez, c'est un fardeau. La larme vient monter en elle comme un fardeau qui arrive jusqu'à ses yeux. Où est-ce qu'on en est? Excusez-moi. Mes blessures, sanglots, sombres essais. Pourquoi? Pour qui, joyaux cruels, marquez-vous ce corps froid? Aveugle aux doigts ouverts, évitant l'espérance, où va-t-il sans répondre à sa propre ignorance, ce corps dans la nuit froide, étonné de sa foi? Terre trouble et mêlée à l'algue, porte-moi. Porte doucement moi. Ma faiblesse de neige marchera-t-elle tant qu'elle trouve son piège? Où traîne-t-il mon signe? Où cherche-t-il son vol? Dureté précieuse, ô sentiment du sol, mon pas fondait sur toi l'innocence sacrée. Mais sous le pied vivant qui tâte et qui la crée et touche avec horreur à son pacte natal, cette terre si ferme atteint mon piédestal. Non loin, parmi ses pas, rêve mon précipice. L'insensible rocher glissant d'algues, propice à fuir comme en soi-même ineffablement seul, commence. Et le vent semble, au travers d'un linceul, ourdir de bruits marins une confuse trame, mélange de la lame en ruine et de rames, tant de hoquets heurtés et de râles heurtés, brisés, repris au large, et tous les sorts jetés éperdument divers, roulant l'oubli vorace. Hélas, de mon sein nu, qui cherchera la trace, cessera-t-il longtemps de ne songer qu'à soi? Terre trouble et mêlée à l'algue, porte-moi. Donc là, vous avez compris, elle fait une tentative de suicide. Elle parle du rocher, il y a des algues sur le rocher est glissant, et elle veut s'aventurer sur le rocher glissant. Elle cherche l'accident.
elle cherche à se déresponsabiliser de son propre suicide. Elle se dit, si je marche sur le rocher glissant d'algues et que je tombe, et que je meurs, ben, je serai morte et donc je serai délivrée de cette torture mentale de ne pas pouvoir choisir entre la vie et la mort. Mais au moins, il sera passé quelque chose. Et là, à ce moment-là, au moment du poème où elle est vraiment au 36e dessous, vraiment là, elle songe directement à se jeter à l'eau, hein, elle songe vraiment, elle est au bord de se suicider, à ce moment-là, un événement. Jusqu'à présent, il n'y avait eu que des événements intérieurs. Tout ce qui s'est passé dans le poème depuis le début, c'était que dans sa tête. Et là, un événement extérieur. Le premier et le seul du poème. Qu'est-ce qui se passe? Le jour se lève. Elle est restée toute la nuit prisonnière de ses atermoiements, de ses hésitations. Et là, le jour se lève. C'est l'aube. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une bonne nouvelle. Le jour se lève et c'est pire. Parce que quand c'était la nuit, au moins elle était cachée. La nuit respectait sa pudeur. Mais là, le jour se lève et elle se voit elle-même complètement désemparée. Et elle se voit elle-même, et elle n'a pas encore choisi entre la vie et la mort, elle n'a pas encore réussi. Et le jour se lève et ça lui rappelle que tout ça a été fait en vain. Terre trouble et mêlée à l'algue, porte-moi. Excusez-moi. C'est ça. Le jour se lève. Mystérieuse moi, pourtant tu vis encore. Tu vas te reconnaître au lever de l'aurore amèrement la même. Un miroir de la mer se lève, et sur la lèvre, un sourire d'hier qu'annonce avec ennui l'effacement des signes, glace dans l'Orient déjà les pâles lignes de lumière et de pierre, et la pleine prison où flottera l'anneau de l'unique horizon. Regarde, un bras très pur est vu qui se dénude. Je te revois, mon bras, tu portes l'aube. Ô rude réveil d'une victime inachevée. Et seuil si doux, si clair, que flatte affleurement d'écueil l'onde basse et que lave une houle amortie. L'ombre qui m'abandonne, impérissable hostie, me découvre vermeille à de nouveaux désirs sur le terrible autel de tous mes souvenirs. Là, l'écume s'efforce à se faire visible. Et là, titubera sur la barque sensible à chaque épaule d'onde un pêcheur éternel. Tout va donc accomplir cet acte solennel de toujours reparaître incomparable et chaste et de ressusciter la tombe enthousiaste au gracieux éclat du rire universel. Le jour se lève, elle n'a toujours pas choisi, et après tous ces atermoiements, elle se pose la question: est-ce qu'en fin de compte, je ne suis pas tout simplement ridicule? Le gracieux éclat du rire universel. Le jour va me reformer, me redessiner, pareil qu'avant, toujours, et vous pouvez bien vous moquer de moi parce que je suis ridicule. Et là, le passage qui va suivre, c'est mon troisième passage préféré. Salut, divinité par la rose et le sel, et les premiers jouets de la jeune lumière. Il ruche bientôt, quand la flamme première fera que votre roche, île que je prédis, ressente en rougissant de puissants paradis. Cime qu'un feu féconde à peine intimidé, bois qui bourdonnerait de bêtes et d'idées, d'hymnes d'hommes comblés des dons du juste éther, île, dans la rumeur des ceintures de mer, mère vierge toujours, même portant ses marques, vous mettez à genoux de merveilleuses parcs. Nul n'égale dans l'air les fleurs que vous placez, mais dans la profondeur que vos pieds sont glacés. Et ça, c'est vraiment un passage magnifique parce que là, c'est la quintessence de l'art de Valéry de prendre un objet extérieur pour traduire la situation d'un personnage, en l'occurrence la jeune Park. La jeune Park se compare aux îles et tout coïncide. La jeune Park est complètement isolée, comme les îles. Elle est pleine de promesses, de feu, d'idées, de vie, comme les îles. Mais elle est isolée par une ceinture d'infertilité, comme les îles sont isolées par la ceinture de la mer. Elle est immuable, comme les îles. Elle est
à peine intimidé par le feu, comme les îles qui sont à peine intimidées par le feu de l'aurore qui commence à peine à faire voir les arbres, les fleurs et toute cette belle vie qui est dans les îles. Et surtout, les îles se présentent comme vraiment une montagne de merveilles, mais dans la profondeur, que vos pieds sont glacés. Et la jeune Park est pareille. Elle a la tête dans les nuages et les pieds dans le béton, quoi. Elle est immuable, elle n'arrive pas à bouger, elle n'arrive pas à se décider. Passage vraiment magnifique où il arrive à faire coïncider à chaque fois un élément extérieur pour traduire la psychologie de la jeune Park. Après ce petit intermède des îles, retour à la situation. La jeune Park se demande encore si elle va, oui ou non, arriver à mourir. De l'âme les apprêts sous la tempe calmée, ma mort, enfant secrète, est déjà si formée. Et vous, divin dégoût qui me donniez l'essor, chastes éloignements des lustres de mon sort, ne fûtes-vous ferveur qu'une noble durée? Nul plus près des dieux jamais aventuré n'osa peindre à son front leur souffle ravisseur, ni de la nuit parfaite implorant l'épaisseur prétendre par la lèvre au suprême murmure. Je soutenais l'éclat de la mort toute pure, tel j'avais jadis le soleil soutenu. Mon corps, ivre de soi, tendait le torse nu, où l'âme, ivre de soi, de silence et de gloire, prête à s'évanouir de sa propre mémoire, écoute avec espoir, frappé au mur pieux, ce cœur qui se ruine à coups mystérieux jusqu'à ne plus tenir que de sa complaisance un frémissement fin de feuilles, ma présence. Attente vaine, et vaine, elle ne peut mourir qui devant son miroir pleure pour s'attendrir. Elle est parfaitement lucide, encore une fois. Elle n'arrive pas à mourir parce qu'elle sait qu'elle est en train de s'attendrir devant son propre miroir. Elle n'arrête pas de se demander, est-ce que je suis crédible en mourante? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais vraiment arriver à me suicider? Elle passe même ici par un délire d'orgueil de plus. Elle parle aux dieux et elle leur dit, personne n'a été aussi loin que moi dans la pensée que j'allais mourir. Nul jamais des dieux plus près aventurés n'osa peindre à son front leur souffle ravisseur, le souffle ravisseur de la mort. Je me suis peint ma propre mort sur le front. Personne n'a jamais fait ça. Ni de la nuit parfaite implorant l'épaisseur prétendre par la lèvre au suprême murmure. Je tutoie les dieux, moi, messieurs, dames. Voilà ce qu'elle nous dit. Pour essayer de s'exalter elle-même. Oh, n'aurait-il fallu, folle, que j'accomplisse ma merveilleuse fin de choisir pour supplice ce lucide dédain des nuances du sort? Trouveras-tu jamais plus transparente mort, ni de rampe plus pure où je traîne à ma perte que sur ce long regard de victime entr'ouverte, pâle qui se résigne et saigne sans regret? Que lui fait tout le sang qui n'est plus son secret? Dans quelle blanche paix cette pourpre la laisse, à l'extrême de l'être et belle de faiblesse? Elle calme le temps qui la vient abolir. Le moment souverain ne la peut plus pâlir, tant la chair vide baise une sombre fontaine. Elle se fait toujours plus seule et plus lointaine. Là, la jeune Park se fait une peinture d'elle-même en train de mourir pour se poser la même question. Est-ce que je suis crédible en mourante qui vient de s'ouvrir les veines? C'est une très belle peinture d'ailleurs. On a la chair qui devient blême à force du sang qui s'écoule. Et même ça, elle est indifférente par rapport à son sang qui s'écoule. Saigne sans regret. Je saigne sans regret. Elle essaye vraiment de se désespérer pour mourir, mais elle n'y arrive toujours pas. Et moi, d'un tel destin, le cœur toujours si près, mon cortège en esprit se berçait de si près. Vers un aromatique avenir de fumée, je me sentais conduite, offerte, consumée, toute promise aux nuages heureux. Même je m'apparus cet arbre vaporeux de qui la majesté légèrement perdue s'abandonne à l'amour de toute l'étendue. L'être immense me gagne, et de mon cœur divin, l'encens qui fume expire une forme sans fin. Tous les corps radieux tremblent dans mon essence. La peinture de sa mort se fait mystique. Elle se voit vraiment partir en fumée. Elle pousse l'idée de sa mort le plus loin possible.
Non, non, n'irrite plus cette réminiscence sombre lisse, ténébreuse allusion des cieux. Ta vigueur n'a su rompre un vaisseau précieux. Parmi tous les instants, tu touchais au suprême. Mais qui l'emporterait sur la puissance même, avide par ton front de contempler le jour qui s'est choisi tes yeux pour lumineuse tour? Son drame, c'est le drame de la conscience. Sa conscience est toujours un niveau au-dessus d'elle. Et quand elle la rattrape, la conscience remonte. C'est ça le sens des vers qui s'est choisi, ton front pour lumineuse tour. Elle se repose la même question qu'au début du poème. Qui est toujours supérieur au degré de conscience que tu crois avoir? Elle veut absolument savoir. Cherche, du moins dis-toi par quelle sourde suite la nuit d'entre les morts au jour t'a reconduite. Souviens-toi de toi-même et retire à l'instinct ce fil. Ton doigt doré le dispute au matin, ce fil dont la finesse aveuglément suivie jusque sur cette rive a ramené ta vie. Cherche. Sois subtil, cruel, ou plus subtil, mens. Mais sache, enseigne-moi par quels enchantements, lâches que n'a su fuir ta tiède fumée, ni les soucis d'un sein d'argile parfumé, par quel retour sur toi, reptile, as-tu repris tes parfums de caverne et tes troubles esprits? Le poème va bientôt se finir. Et là, Valérie entame un long mouvement de résumé de tout ce qui s'est passé. Le reptile, le serpent réapparaît ici. Par quel retour sur toi, reptile, as-tu repris tes parfums de caverne et tes troubles esprits? Après tout ce long développement, en fait, c'est toujours la même question. Je cherche toujours à dominer ma conscience, et ça, c'est pas possible. Jamais. Et donc, elle essaye de se convaincre, elle essaye d'aller très loin, quoi. Elle dit... Sois subtil, cruel ou plus cruel, mens, invente quelque chose pour qu'enfin je puisse savoir qui je suis définitivement. Mais ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas dominer sa conscience. Personne, jamais. Où est-ce que j'en suis maintenant? Ah oui, c'est ça. Et tes tristes esprits. Et tes tristes esprits. Voilà. Et donc là, on a le moment de résumé où Valérie va nous redire un peu tout ce qui s'est passé. Hier, la chair profonde, hier, la chair maîtresse m'a trahi. Oh, sans rêve et sans une caresse. Nul démon, nul parfum ne m'offrit le péril d'imaginaires bras mourant au col viril, ni par le signe Dieu de plumes offensées, sa brûlante blancheur n'effleura ma pensée. Oui, parce que quand même, je suis la jeune Park, je suis à moitié divine. N'allez tout de même pas imaginer un seul instant que j'ai eu un véritable fantasme sexuel. Tout ça n'était qu'une pure imagination. Je n'ai pas été jusqu'à me représenter vraiment avec un homme, ni même avec un dieu. En l'occurrence, le cygne dieu, c'est-à-dire Zeus, dans le mythe de Léda, qui s'est transformé en cygne pour séduire la belle Léda. Non, quand même pas. Je suis resté chaste. C'est un passage un peu drôle, vous comprenez? Il eût connu pourtant le plus tendre des nids, elle parle à Zeus. Car tout à la faveur de mes membres unis, vierge, je fus dans l'ombre une adorable offrande. Mais le sommeil s'est pris d'une douceur si grande, et noué à moi-même au creux de mes cheveux, j'ai mollement perdu mon empire nerveux. Au milieu de mes bras, je me suis fait une autre, qui s'aliène, qui s'envole, qui se vautre. À quel détour perdu mon cœur, qui se vautre, à quel détour caché mon cœur s'est-il fendu? Quel conque a redit le nom que j'ai perdu, le sais-je? Quel reflux traître m'a retiré de mon extrémité pure et prématurée et m'a repris le sens de mon vaste soupir? Comme l'oiseau se pose, il fallut m'assoupir. Elle parle du moment où elle s'est endormie. Et ce moment où elle s'est endormie, finalement, c'est le même moment que maintenant. Comme si cette journée-là, elle l'avait déjà vécue. C'est l'enfer, c'est la prison absolue. Elle a déjà pensé à tout ça hier avant de s'endormir. Et voilà que maintenant, il va falloir qu'elle s'endorme parce qu'elle est épuisée. Donc, il va falloir trouver une issue à tout ça. Ça tombe bien, c'est bientôt la fin. Ce fut l'heure peut-être où la devineresse intérieure s'use et se désintéresse. Elle n'est plus la même.
Une profonde enfant des degrés inconnus vainement se défend et redemande au loin ses mains abandonnées. Il faut céder aux vœux des mortes couronnées et prendre pour visage un souffle. Doucement, me voici. Mon front touche à ce consentement. Ce corps, je lui pardonne. Et je goûte à la cendre. Je me remets entière au bonheur de descendre. Ouverte au noir témoin, les bras suppliciés, entre des mots sans fin, sans moi, balbutiés. Dors, ma sagesse, dors. Forme-toi cette absence. Retourne dans le germe et la sombre innocence. Abandonne-toi vive au serpent, au trésor. Dors toujours, descends. Dors toujours, descends. Dors, dors. Ça aussi, c'est le vers comique de la jeune Park. Vous avez compris, elle fait une dernière tentative de suicide, désespérée, magnifique. Et Valérie finit cette dernière tentative par ce vers un peu amusant. Dors toujours, descends, dors, dors. Pour nous dire qu'il va conclure son poème. Donc il dédramatise un peu, parce que lui aussi, il est très fort, il est très lucide, et il sent que le thème commence à s'épuiser. Mais ce poème fonctionne presque comme une symphonie. Au début, on a l'exposition des thèmes, on a le développement des thèmes, la conscience, la mort, l'innocence, le désir, et là, il referme la boucle. Tout ce qui nous semblait hautement philosophique, finalement, n'est qu'une musique, nous dit-il. Et c'est le sens des 4 vers qui vont suivre, qui sont en bas ici, et qui sont en italique et entre parenthèses dans le poème, qui sont là pour dédramatiser un peu la situation, qui sont très allusifs et qui disent en fait c'est pas si grave que ça. La porte basse c'est une bague où la gaze passe, tout meurt, tout rit dans la gorge qui jase. L'oiseau boit sur ta bouche et tu ne peux le voir. Viens plus bas, parle bas, le noir n'est pas si noir. Et là il va commencer vraiment la conclusion de son poème. Et il nous présente une dernière scène pour conclure son poème, et c'est le moment où la jeune Park va parler à son lit, le lit qu'elle a quitté au début du poème, vous vous souvenez, et elle va parler à son lit, et plus particulièrement à ses draps, aux draps de son lit qu'elle se figure comme un linceul. Parce que son lit, c'est vraiment l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin, et c'est Eros et Thanatos aussi, c'est-à-dire que c'est le lieu des désirs, et à la fin, c'est le lit de mort, là où on finit. Et voilà ce qu'elle dit à son lit, et à ses draps, aux draps de son lit qu'elle compare à son linceul. Délicieux linceul, mon désordre tiède, couche où je me répands, m'interroge et me cède, où j'allais de moi-même, où j'allais de mon cœur noyer les battements, presque tombeau vivant dans mes appartements, qui respire et sur qui l'éternité s'écoute, place pleine de moi, qui m'avait prise toute, ô forme de ma forme, et la creuse chaleur que mes retours sur moi reconnaissaient la leur. Faut-il que tant d'espoir qui dans vos plis se plonge, à la fin se mélange aux bassesses du songe? Et là, elle se dit, finalement, toutes mes pensées, tous mes atermoiements, toutes mes hésitations n'ont peut-être pas plus de réalité que le rêve que j'ai fait au début. Tout ça, finalement, se mélange aux bassesses du songe. Dans vos nappes où Lys, elle continue à parler à ses linceuls, dans vos nappes où Lys elle imitait sa mort, l'idole malgré soi se dispose et s'endort. Arche toute proche... Ah pardon, excusez-moi, j'ai vu une erreur. Dans vos nappes où Lys elle imitait sa mort, l'idole malgré soi se dispose et s'endort, lasse femme absolue. Et les yeux dans ses larmes, quand de ses secrets nus, les antres et les charmes, et ce reste d'amour que se gardait le corps corrompirent sa perte et ses mortels accords. Arche toute prochaine, arche toute secrète, pardon, et pourtant si prochaine, mes transports cette nuit pensaient briser ta chaîne. Je n'ai fait que bercer de lamentations tes flancs chargés de jour et de création. Quoi ? Mes yeux, froidement, que tant d'azur égare, regardent là périr l'étoile fine et rare, et ce jeune soleil de mes étonnements me paraît d'une aïeule éclairer les tourments, tant sa flamme au soleil, au remords ravit leur existence, et compose d'aurore une chère substance qui se croyait déjà substance d'un tombeau. Dieu sur toute la mer, sur mes pieds, qu'il est beau.
Elle parle au soleil. Elle parle au soleil et elle dit que ce reste d'amour que se gardait le corps, a corrompu sa perte et ses mortels accords. Finalement, on sent qu'elle va choisir la vie parce qu'elle n'arrive décidément pas à mourir, elle n'arrive décidément pas à se suicider. Et donc, du coup, elle vient de faire un choix, enfin. Et là, c'est le dernier passage du poème, qui est très beau parce que Valérie utilise la mer, à ce moment-là, comme le grand fouet qui vient donner l'élan vital à la jeune Park pour choisir finalement la vie, et même à la fin, on va voir la maternité. Et cette même mer qui était utilisée au début pour matérialiser l'angoisse et le reproche, ici, le même mouvement de la mer sert d'élan vital et enthousiaste. Et ça commence comme ça. Alors, neige formée, vins adieu si je vis, que songe? Si je viens, en vêtements ravis, sur ce bord, sans horreur, humer la haute écume, boire des yeux l'immense et riante amertume, dans le plus vif de l'air, l'être contre le vent, dans le plus vif de l'air, recevant au visage un appel de la mer, si l'âme intense souffle et renfle furibonde l'onde abrupte sur l'onde abattue, et si l'onde au cap tonne, immolant un monstre de candeur, et vient des hautes mers vomir la profondeur sur ce roc, d'où jaillit jusque vers mes pensées un éblouissement d'étincelles glacées, et sur toute ma peau que morde l'après-veille. Alors, malgré moi-même, il le faut, ô soleil, que j'adore mon cœur, où tu te viens connaître, doux et puissant retour du délice de naître, feu vers qui se soulève une vierge de sang sous les espèces d'or d'un saint reconnaissant. Je vous remercie.